Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du groupe TGS. Nous allons parler aujourd'hui de harcèlement moral. Donc, je suis Nicolas Sanchez, avocat en droit du travail au sein de TGS France Avocat. Et je suis accompagné aujourd'hui de Philippe Guilloux, consultant en management sur notre filiale TGS Consultant. Bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer le sujet, une rapide présentation du groupe TGS. Donc, le groupe TGS, c'est un groupe intermétier, pluridisciplinaire, qui regroupe différents experts, chacun dans leur métier. Donc, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des avocats, des consultants, mais aussi des informaticiens ou encore des gestionnaires de patrimoine. Donc, le groupe est composé de 1700 personnes installées tout au long du pourtour atlantique avec le siège social du côté d'Angers. Donc, nous sommes capables d'accompagner tout type d'entreprise sur une offre full service dans différents secteurs d'activité. Voilà pour la présentation de notre groupe. Alors maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet, le harcèlement moral, qui est un sujet auquel on est tous confrontés au quotidien dans nos entreprises. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout n'est pas du harcèlement. Et de nos jours, on se rend compte que les managers sont de plus en plus en difficulté dès qu'un salarié leur oppose « tu me harcèles ». Donc, nous allons décrypter un petit peu tout ça aujourd'hui avec Philippe pour vous donner des clés pour savoir comment réagir, à la fois d'un point de vue managérial et à la fois d'un point de vue juridique. Et je laisse la parole à Philippe. Ok. Comme disait Nicolas, en fait, oui, beaucoup de managers se sentent désarmés et parfois paniqués, il faut être clair. Quand un de leurs collaborateurs leur dit « tu me harcèles », ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, première chose à dire, alors vous aurez évidemment le mémo à la fin de l'intervention. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le harcèlement fait partie des risques psychosociaux qui ne sont aujourd'hui pas définis. C'est ça qui est assez rigolo. Donc, il y a plusieurs définitions, mais globalement, celle qui fait à peu près référence, c'est celle d'un rapport qui s'appelle Golac de 2011, et qui nous dit quoi? Les risques pour la santé mentale, physique et sociale. La santé mentale étant sûrement le sujet qui progresse le plus vite en ce moment en management et par rapport aux générations Z et autres quand ils arrivent sur le marché du travail. Donc, ces risques qui sont engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs d'organisation et de relations, et qui peuvent évidemment agir sur le fonctionnement mental de la personne, sur son cadre de travail, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Les risques psychosociaux, globalement, il y a trois types de choses qu'on retrouve. Il y a les violences. Alors, les violences, c'est assez clair. Est-ce que la personne se sent agressée dans le cadre de son travail? Ok. Donc, il y a le manque de respect, ça peut évidemment jusqu'à l'agression physique, le cas échéant. Mais donc, ça, c'est la première catégorie de risques psychosociaux, c'est les violences. La deuxième catégorie, c'est le stress. Et le stress, globalement, il apparaît quand il y a un déséquilibre entre la perception de la personne, la perception qu'elle a des enjeux, des objectifs qu'on lui donne et des ressources dont elle dispose. Quand l'équilibre est à peu près tenu, ça va. Quand l'équilibre n'est pas tenu, quand on a l'impression d'avoir un manque de ressources pour pouvoir faire face aux objectifs et aux enjeux qui sont les nôtres, là, le stress commence à rentrer en jeu. Et la troisième dimension, c'est les violences internes, dont le harcèlement fait partie. Donc là, évidemment, les abus, les menaces, les humiliations, qui peuvent... Alors, évidemment, aujourd'hui, on va travailler sur le harcèlement moral, on ne traitera pas le harcèlement sexuel, c'est une autre dimension, qui peut s'en rapprocher d'un point de vue, j'ai envie de dire, juridique, ça, Nicolas vous en parlera s'il y a besoin. Mais le harcèlement fait bien partie des RPS dans la catégorie violence interne. Donc vous trouverez tout ça, je vous ai mis un détail, mais vous trouverez tout ça dans une des pages. Et je passe maintenant la parole à Nicolas pour l'aspect légal. Alors, le sujet du harcèlement moral, ce n'est pas un sujet qui est simple et vous l'aurez compris, parce qu'au final, c'est une affaire de relation entre deux personnes ou plusieurs personnes. Bon. Donc, ça engendre des doutes d'interprétation. On a la chance d'avoir une définition légale qui a été posée par le législateur. Donc, vous le voyez, c'est l'article L1152-1 du Code du travail. Et il faut toujours repartir de cette définition quand vous êtes confronté à un cas. Car dans la définition, tout est dit. C'est la base, c'est le socle. Même si après, il y a l'interprétation de terrain, mais au moins, ça vous donne déjà un socle
d'interprétation. Donc, cette définition, vous la voyez à l'écran. Ce qui est important, il y a différentes choses qu'il faut retenir dans cette définition. C'est tout d'abord cette notion de agissement répété. Ça, c'est très important de se dire qu'il faut qu'il y ait une répétition des actes pour que ce soit considéré comme du harcèlement moral. Bon. Ensuite, la durée des comportements fautifs. Naturellement, plus ça s'inscrit dans le temps, plus ça peut justifier une reconnaissance de harcèlement moral, mais il y a quand même des cas où le harcèlement moral répété a été reconnu sur une courte durée. Donc, c'est à prendre aussi en compte dans l'approche. L'autre point important, c'est qu'il faut qu'il y ait une dégradation des conditions du travail du salarié. Dégradation des conditions qui soient démontrées, qui soient au dossier. Sans ça, les actes ne peuvent pas être considérés comme du harcèlement moral. Avec cette notion de dégradation qui porte donc, comme vous le voyez, atteinte à ses droits et à sa dignité et qui ont des conséquences au final sur sa santé. Voilà, donc ça c'est une autre partie de la définition qui est importante. Et également cette notion de compromettre la santé mentale et physique du salarié ainsi que son avenir professionnel. Voilà. Donc c'est très important ce point-là de se dire quand vous êtes confronté à une situation, on repart de la définition, c'est bien de se relire le texte, les mots ont du sens, donc ça c'est très important. Après, comme vous pouvez le voir, le harcèlement moral, c'est pas uniquement du supérieur vers le subordonné, ça peut être aussi dans le sens inverse, ça c'est un point qui est important à prendre en compte. Voilà. Et également, dernier point que je peux vous commenter sur cette slide-là, c'est que peu importe le comportement de la victime, même si la victime peut avoir un comportement particulier, ça ne justifie en aucun cas que cette personne subisse du harcèlement moral. Donc, le sujet il est important à plusieurs niveaux pour l'employeur, puisqu'il y a à la fois un sujet en termes de responsabilité civile et, on le verra dans un second temps, un volet responsabilité pénale. Bon. Donc, la responsabilité de l'employeur, elle va surtout être si lui, il est auteur du harcèlement, mais également, il sera responsable si des salariés au sein de l'entreprise ont eu des actes de harcèlement moral. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de son personnel. Donc, il doit mettre tout en œuvre pour éviter des situations de harcèlement moral. Donc ça, c'est une politique de prévention en amont avant que des situations de harcèlement moral puissent apparaître. Et également, l'employeur doit traiter le sujet quand il y a un cas de harcèlement moral qui se pose. Il ne doit pas rester inactif. C'est les deux conditions qui sont importantes pour que l'employeur puisse s'exonérer de sa responsabilité s'il y avait un sujet de harcèlement moral. Bon. Comme vous pouvez le voir, une personne qui est harcelée moralement et qui se retrouverait en maladie et par suite déclarée inapte par la médecine du travail, son licenciement peut être considéré comme nul, donc avec toutes les conséquences attachées à la nullité d'un licenciement, vous vous doutez bien en termes de dommages-intérêts. Également, il faut faire attention aux démissions qui interviennent dans un contexte de souffrance au travail, de harcèlement moral. Une démission doit être libre, claire et non équivoque. Donc, un salarié qui, dans un contexte de ce type-là, serait contraint à démissionner, il peut essayer derrière de faire requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il aurait été contraint du fait du harcèlement moral. Et enfin, dernier point aussi à prendre en compte, une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral, ce n'est pas interdit en soi. Néanmoins, prudence dans ce cas-là, à bien baliser la procédure en faisant plus qu'un entretien préalable avant de signer les actes de rupture conventionnelle pour s'assurer que le consentement du salarié n'est pas faussé par une situation de faiblesse dans un contexte de harcèlement moral. Voilà. Donc ça, c'est des warnings qu'il faut bien avoir à l'esprit sur ces sujets-là. Donc, comme je disais, l'employeur peut être condamné s'il est démontré qu'il y a une situation de harcèlement moral. Hein, et vous voyez que la prescription, elle est de 5 ans. Donc, quand même, c'est un temps beaucoup plus long que la prescription, par exemple, en matière de licenciement, où on a 12 mois pour contester son licenciement. Tout ce qui est lié au harcèlement moral, c'est 5 ans la prescription. Donc, des salariés peuvent revenir sur un sujet, même après avoir quitté l'entreprise, au bout de 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la charge de la preuve, ça c'est un point très important, puisque au final, comment on démontre qu'il y a harcèlement moral? Donc, le salarié va devoir apporter des éléments de preuve et
l'employeur va devoir aussi prouver que les agissements qui sont reprochés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Et au milieu de tout ça, et c'est là toute la difficulté du sujet, le juge va devoir former sa conviction à partir des éléments amenés par le salarié et également ceux de l'employeur. Voilà. Et c'est là où il y a nécessairement des zones grises, des interprétations qui peuvent différer. Et on le voit que entre des juges du Conseil des prud'hommes et des cours d'appel, mais des fois, on n'a pas les mêmes interprétations, alors que les éléments du dossier n'ont pas nécessairement changé entre le premier degré et le deuxième degré de juridiction. D'un point de vue pénal, donc là également, il y a une responsabilité qui peut être engagée avec ce côté qui est important, l'intentionnalité. Voilà. C'est la différence entre le pénal et le civil, c'est qu'au pénal, il faut cette notion d'intentionnalité. Et donc, voilà, le sujet du harcèlement moral n'est pas neutre, puisque ce n'est pas juste un licenciement qui pourrait être remis en cause, il y a aussi ce volet pénal, et ce n'est jamais agréable d'être mis en cause dans une affaire pénale. Donc, voilà, les enjeux ils sont vraiment très, très importants pour l'employeur, d'où la vigilance à avoir et d'où la nécessité d'agir en amont pour préserver, anticiper, mettre en place des politiques de prévention du harcèlement moral. Et ensuite, quand vous êtes quand même face à un cas, réagir, ne pas laisser les choses sans traitement. Donc voilà, je vous ai mis les peines encourues. Et donc, on arrive maintenant à cette notion de zone grise que j'ai commencé à aborder. Et comme je vous disais, d'une juridiction à l'autre, on peut, et ça arrive régulièrement, avoir des interprétations différentes du fait que chaque cas d'espèce est différent et chaque juge peut avoir une interprétation différente du dossier. Alors, on a préparé un petit sondage qui est animé par Constance, qui est notre modératrice du jour. Donc, on va vous lire des petits cas pratiques très rapidement et vous aurez 20-30 secondes pour nous donner votre avis, à savoir est-ce que c'est du harcèlement moral ou pas. Alors, on va commencer par le premier cas. Donc, c'était une salariée qui dénonçait des faits de harcèlement moral qui étaient imputables à son N+1, en l'espèce un directeur administratif et financier. Alors, qu'est-ce qu'elle reprochait à ce monsieur? Elle lui reprochait des ordres et des contre-ordres, des réunions impromptues tard le soir, des remarques humiliantes, des reproches sur la prise de ses congés, des imputations d'erreurs commises par d'autres. 2 avertissements lui avaient été notifiés en 4 mois, ou encore elle n'avait pas été conviée à un repas d'équipe. L'employeur, face à ça, avait engagé une procédure d'enquête sur les faits et organisé même une réunion contradictoire entre le N+1 et la salariée. Un compte-rendu avait été dressé, il avait été demandé à la salariée d'apporter des éléments de preuve précis circonstanciés de ces accusations, ce qu'elle n'avait jamais fait. Voilà. Donc la question, est-ce que c'était du harcèlement moral ou pas? Donc vous devez répondre par oui, non. Vous avez quelques secondes donc, pour répondre. Il faut répondre de façon assez spontanée. Donc, Constance, on peut clôturer le sondage. On voit les résultats. Tu peux afficher le sondage si tu veux. Et donc, le résultat du sondage, on l'a là. Donc, vous avez mis oui à 61%. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, non, ça n'a pas été reconnu comme du harcèlement parce que la salariée n'a pas apporté d'éléments de preuve suffisants. Et surtout, les reproches qui lui avaient été faits, les avertissements qui lui avaient été notifiés, étaient réellement justifiés par des éléments objectifs. C'est-à-dire qu'elle avait des insuffisances, elle avait manqué à ses obligations professionnelles. Donc, c'est légitimement que l'employeur avait pu lui faire des reproches et matérialiser ça dans des lettres d'avertissement. Alors, nouveau sondage. Donc, autre cas. Donc là, on avait une salariée, donc ça, c'était une salariée vis-à-vis de ses collègues, qui avait un comportement se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et même de la manipulation
au-delà de la simple plaisanterie entre collègues. L'ambivalence de son attitude était source d'une souffrance au travail. Donc, il y avait eu un rapport d'enquête qui avait été établi par les représentants du personnel, dans lequel 5 salariés portaient des accusations, avaient été auditionnés et portaient des accusations qui avaient été confirmées par des écrits. Voilà. La salariée mise en cause contestait les accusations de harcèlement moral, pour faute de harcèlement moral, et elle avait été également licenciée derrière pour faute grave, et donc elle avait attaqué l'entreprise en justice. Donc la question qu'on vous pose, est-ce que vous pensez qu'il s'agissait d'harcèlement moral ou pas de la part de la salariée vis-à-vis de ses collègues? Alors, Constance, on va pouvoir clôturer le vote. Et donc, là, on a un oui à 98%. Et effectivement, là, c'était imparable. La personne avait bien eu un comportement anormal et ça a bien été reconnu pour harcèlement moral. Avec la petite subtilité, c'est que cette personne avait 22 ans d'ancienneté. Donc, on aurait pu se dire que ça aurait pu être un critère à son avantage, entre guillemets. On aurait pu dire, bon, ça fait 22 ans qu'elle est dans la boîte et lui donner sa chance qu'elle puisse changer. Mais non, voilà, l'ancienneté n'excuse pas, n'est pas un cas d'exonération si on a commis des actes de harcèlement moral. Alors, nouveau sondage. Alors, là, nous avons affaire à une personne qui indiquait à sa direction vivre une situation de conflit au travail, même elle disait de souffrance professionnelle. Donc, elle se plaignait du comportement de sa supérieure hiérarchique vis-à-vis d'elle. Elle soutenait qu'elle avait été mise à l'écart progressivement, notamment en n'étant pas conviée à une réunion collective, en n'étant pas conviée à le déjeuner annuel d'équipe. Notamment en indiquant qu'on lui avait refusé des dates de congé d'été, qu'on lui avait imposé des RTT. Elle faisait état, et c'était un élément important, qu'elle avait été confrontée à une surcharge de travail, l'ayant amenée à réaliser 1870 heures supplémentaires en 4 ans. Elle faisait état également qu'elle avait été cantonnée à certaines tâches, voilà, qu'on lui avait refusé certaines formations. Et tout ça avait engendré une dégradation de son état de santé. Donc, selon vous, est-ce que c'est constitutif d'un harcèlement moral ou pas? Alors, Constance, on va pouvoir clôturer le vote. Donc là, oui à 57%, non à 43%. Mais en fait, la réponse, je vais l'afficher, c'est non. Parce que la salariée, au final, sur l'élément le plus important du dossier, qui était la surcharge de travail qu'elle mettait en avant, 1870 heures d'heures supplémentaires sur 4 ans, en fait, elle n'a pas été en capacité de démontrer que cette surcharge de travail lui avait été imposée par l'employeur. Voilà. Et donc, la situation de harcèlement moral n'a pas été reconnue par les juges. Alors, dernier petit cas pratique. Donc, nous avons un salarié qui a divers arrêts de travail pour maladie. Et à chaque arrêt de travail ou à chaque prolongation, l'employeur lui demande de se justifier, pourquoi il est en arrêt de travail. Alors, l'employeur indique qu'il demandait au salarié de se justifier car le salarié ne communiquait pas ses arrêts de travail en temps et en heure dans le respect du règlement intérieur. Bon. L'employeur donc exigeait d'être informé avant le dernier jour de l'arrêt de travail sur la prolongation de celui-ci et même dans ses courriers menacer le salarié de sanctions pour non-respect du règlement intérieur. Voilà. Donc des mises en demeure avaient été envoyées au salarié dans lequel on le menaçait de licenciement s'il persistait
à ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur dans la communication de ces arrêts. Voilà. Donc, est-ce que selon vous, c'est du harcèlement moral, puisque au final, le salarié estimait que le comportement de l'employeur durant son arrêt maladie était du harcèlement moral? Alors, on va pouvoir clôturer le vote. Constance? Alors, là, on a un oui à 26% et un non à 74%. Et en fait, oui, ça a été reconnu pour du harcèlement moral parce qu'en fait, si vous voulez, les lettres de l'employeur étaient trop pressantes, en fait, dans la manière dont elles étaient rédigées. Elles évoquaient, en fait, de façon explicite une rupture du contrat de travail. Et surtout, il ressortait, en fait, que dans les courriers, en lui demandant de se justifier, c'était considéré comme des reproches qui lui étaient faits d'être en arrêt de travail. Voilà. Bon. Donc, vous voyez à la lecture des différents sondages et des différentes réponses que les votes à chaque fois sont assez partagés au final. Donc, vous vous doutez bien que, même si là, on vous a donné quelques secondes pour étudier des cas assez succincts, quand les juges sont confrontés à des situations de ce type-là, l'interprétation a un grand champ, d'où tout l'intérêt comme je disais au préalable, d'agir en amont pour éviter d'être confronté à des situations et, à tout le moins quand on est confronté, avoir vraiment des éléments objectifs pour se positionner, même si, comme vous le voyez, il y aura toujours une interprétation, une histoire, celle du salarié, celle de l'employeur, qui sera différente. Okay. Et je repasse la main à Philippe. Okay, merci Nicolas. Donc, si je me repose dans la situation initiale qui est de dire, ok, moi manager, quelqu'un vient me voir et me dit tu me harcèles. C'est quoi les questions que tu dois me poser? Bon. Première chose, même si ça fait un petit peu bizarre de dire comme ça, c'est quoi les éléments concrets qu'il y a à mettre en face de cette accusation-là? C'est quoi les éléments, au sens c'est quoi les faits? En clair, s'il y a une enquête qui va être menée derrière, ou si au pire on va en justice ou prud'homme ou autre, évidemment les juges ils vont demander des témoins, ils vont demander des éléments matériels, ils vont demander des courriers, ils vont demander des mails, ils vont demander des choses comme ça. Okay. Donc est-ce qu'il y a des éléments de preuve concrets? Deuxième chose qui est assez intéressant aussi, c'est la notion de rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, entre un collaborateur et son manager, il y a un rapport de pouvoir. Le contrat de travail en France, il est d'abord constitué par un lien de subordination. C'est quand même un élément clé du truc. Bon, on a vu aussi que le harcèlement pouvait avoir eu dans l'autre sens, du collaborateur vers le manager. C'est quand même un peu plus rare. Et troisième élément clé, est-ce qu'il y a des éléments répétitifs? Ça, c'est super intéressant, c'est de se dire, est-ce que c'est arrivé une fois, ok, je sais pas, je suis manager, j'ai hurlé, ou je sais pas, j'ai dû passer les bornes, ok, je l'ai fait une fois, ok. Et c'était pas bien, j'en ai conscience, mais je l'ai fait une fois. Et après, vous avez des gens pour lesquels c'est quelque part un mode de fonctionnement. Donc là, effectivement, ce mode de fonctionnement, il est répétitif dans le temps, il ne s'adresse pas forcément qu'à moi, mais tout le monde peut être, s'il s'adresse à moi, les gens peuvent être témoins de ce qui se passe lors de réunions, lors de je ne sais pas quoi. Et donc ça, cette notion de reproduction des faits répréhensibles, ça, c'est un élément clé. Donc voilà, à mon avis, les trois questions qu'il faut se poser. Bon. Ensuite, quand vous êtes... l'idée, c'est évidemment de se dire, ok, tu me harcèles. Comment je peux éviter ça? En tout cas, c'est quoi les bonnes pratiques managériales sur lesquelles, je dirais, on peut avancer? Alors, je trouve que c'est tellement inhibant pour un manager de recevoir un message comme ça, qu'on peut parfois en oublier les notions de droit, de devoir au sein de l'entreprise. Donc, première chose, moi en tant que manager, je peux tout à fait donner des objectifs à mes collaborateurs. Hein. Donc, l'employeur, il dispose d'un pouvoir de contrôle, de direction, il peut donner des ordres, tant que c'est accessible dans des conditions normales pour le collaborateur. Okay. Donc, oui, l'employeur
est à même de définir ce que le collaborateur doit pouvoir faire ou ce qu'il a à faire. Évidemment, équilibré avec les logiques de ressources qui vont en face. La deuxième chose, c'est que j'ai le droit, je dirais même encore plus le devoir, de critiquer, mais pas au sens que négatif, c'est au sens positif et négatif du terme, c'est d'évaluer le travail qui a été produit par mon collaborateur. Et il est parfois extrêmement bon, et parfois il l'est un peu moins. Évidemment, si je ne fais que traduire ce qui ne va pas, ben, ce n'est pas tout à fait dans mon avantage. Si je suis capable de faire les deux, c'est quand même un peu meilleur. La troisième chose, c'est que mon collaborateur peut avoir des demandes. Alors, il peut avoir des demandes, je ne sais pas, telle date de congé, par exemple, ou telle demande d'absence, ou telle demande de ressources, ou telle demande, je ne sais pas quoi. Eh ben, je peux accepter, mais j'ai aussi le droit de refuser. Okay, il y a des choses sur lesquelles, parfois, j'ai pas de budget, ou j'ai pas les ressources, ou ça tombe pas bien, ou parce que j'ai un gros projet qui vient de tomber, donc on a besoin de tout le monde sur le pont, et j'ai besoin de réorienter quelqu'un sur cette mission-là plutôt que de le laisser sur une autre, et lui, il aimerait bien y rester. Eh ben non, en fait, je vais réorienter sa mission, le cas échéant. Et si jamais, dans le pire des cas, mon collaborateur il a franchi la ligne jaune, quand j'ai franchi la ligne jaune, c'est qu'il ne respecte pas les règles de l'entreprise, règlement intérieur ou autre, eh bien oui, il y a ce pouvoir disciplinaire qui existe. La première des sanctions étant juste le rappel à la règle. Puis après, ça monte crescendo s'il y a besoin. Puis après, vous passez avec mon ami Nicolas, s'il y a besoin du de foudre. Mais en tout cas, il y a cette notion de discipline. La discipline, c'est pas un gros mot. Pour moi, la discipline, c'est ce qui prend le relais quand la motivation n'est plus là. Donc, c'est intéressant de se dire que, bah oui, en fait, la vie collective nécessite parfois quelques règles. Et si je transgresse cette règle-là, eh ben, l'entreprise peut intervenir. Et donc, ça veut dire que moi, manager, eh ben, j'ai ce droit-là. Alors, évidemment, ce droit me donne beaucoup de devoirs aussi, notamment des devoirs d'exemplarité. Mais ça me donne beaucoup de devoirs et de droits. Et j'ai parfois tendance à l'oublier. Et si pour un peu mon collaborateur, lui, il est très formé sur ces logiques de harcèlement, si pour plein de raisons il est syndicalement soutenu, ou voilà, eh bien je peux me retrouver parfois à oublier ces quelques notions de management. Voilà. Alors, quand on parle d'évaluer et de critiquer, moi je pense que le jour où votre collaborateur vous dit « tu me harcèles », on a atteint un point qui n'est pas spécialement favorable. Comment éviter d'atteindre ce point-là? Moi, j'ai une conviction, ce n'est pas une certitude, mais j'ai une conviction avec laquelle vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est que si vous arrivez à instaurer une culture de feedback dans les deux sens, okay, donc une culture de feedback, ça veut dire augmenter la fréquence et la richesse des feedbacks que vous faites à vos troupes et que vos troupes vous font à vous, eh bien, vous limitez quand même grandement ce risque. Okay. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si jamais votre collaborateur, il va dans la mauvaise direction, ou il fait un truc de travers, je ne sais pas, dites-lui tout de suite, n'attendez jamais. Okay, et si vous n'êtes pas content, dites-lui. Okay, et moi, aujourd'hui, je peux à peu près tout comprendre. Sauf la mauvaise foi, je peux à peu près tout comprendre, mais il faut juste qu'on me le dise. Et il faut juste aussi que moi, j'ai envie de lui dire. Je considère que si on arrive au conflit, malheureusement, c'est qu'on n'a pas assez de confrontation, contrairement à ce qu'on pense. Donc, se confronter, c'est notamment intervenir à chaud, non pas pour taper sur les gens, bien au contraire, mais de se dire, OK, voilà, tu as fait ça comme ça, le résultat n'est pas satisfaisant pour telle ou telle raison, comment est-ce qu'on corrige le truc? Et évidemment que le socle de confiance ne bouge pas. Moi, j'ai une confiance, j'ai envie de dire, inconditionnelle dans les individus, mais j'ai une confiance conditionnée à ce qu'ils vont faire. C'est pas pareil. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, en tant que manager, eh ben, je garde cette confiance inconditionnelle dans les individus, sauf cas très exceptionnel, mais par contre, dans ce qu'ils vont faire, eh ben, je garde une confiance conditionnée. Et si jamais eh ben, ils font de travers, eh ben, ma responsabilité, c'est de les aider à faire mieux la prochaine fois. Et donc pour ça, il faut leur dire. Donc
Et ça, c'est vraiment notre responsabilité. Il se trouve qu'à titre perso, je joue du saxophone pas bien, mais j'en joue. Si jamais je fais un truc de travers, j'attends de mon professeur qu'il me le dise tout de suite, pour qu'il sache me corriger. Et c'est comme ça que je ferai à peu près bien la fois d'après. Donc ça nécessite un savoir-faire sur comment est-ce que j'interviens. Okay, et ça, c'est les logiques de feedback. Accessoirement, c'est un sujet extrêmement brûlant dans toutes les organisations avec lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'on développe cette culture de feedback au sein de nos organisations? C'est un vrai travail. Voilà. Alors, je voulais aussi intervenir sur ce côté-là. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir face à moi des managers qui me disent « Ah oui, mais moi, j'ai mon collaborateur, il m'a dit, c'est pas dans ma fiche de poste, alors je ne vais pas le faire. » Alors, ça me fait toujours sourire, cette affaire. Alors, pourquoi? Alors, je me suis dit, quand même, ça peut être intéressant de vous donner quelques tuyaux là-dessus. Alors, vous dire d'abord qu'une fiche de poste, c'est jamais exhaustif. C'est pas possible, en fait. Okay, elle doit être centrée sur le cœur d'activité de la personne, mais elle ne peut pas être exhaustive. Ça, c'est pas possible. Et puis, j'ai envie de vous dire, plus les maturités de vos collaborateurs elles sont élevées, moins ils ont besoin de fiches de poste. Faut être clair. Donc, pourquoi elle devient vite obsolète? Parce que les environnements des métiers, en fait, ils évoluent 100 fois plus vite que la vitesse de mise à jour des documents. Donc, c'est impossible d'avoir les documents à jour. Si on vous dit ah bah tiens, je ferai ce que tu m'as écrit, alors là, c'est vraiment le piège absolu dans lequel il ne faut surtout pas tomber, parce que plus vous allez écrire, plus la personne va vous dire ah oui, mais ça, c'était pas écrit dedans. Et donc, vous allez finir par écrire répète tome 4, et ça ne sera jamais à jour non plus. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les fiches de poste? Alors, il y a des zones grises. Les zones grises, elles sont plutôt souhaitables. C'est-à-dire que sous le vocabulaire ou sous le prétexte qui est de dire il faut que ce soit super clair, super bien défini, et ben vous arrivez à des choses qui sont assez dramatiques, qui aboutissent à des logiques de territoire, où chacun va jouer dans son territoire, il ne va pas jouer sur l'autre, mais surtout chacun va protéger son territoire. Et ça va créer des petites zones tout à fait inaccessibles dans lesquelles la coopération va disparaître. Et ça, c'est un drame. Donc, il est normal que les fiches de poste fassent apparaître des zones grises où les gens vont devoir apprendre à coopérer. Et ça, c'est extrêmement sain. Okay, et puis, dernière chose, parfois, on abandonne sa fiche de poste, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un contrat client qui vient de tomber, où il y a une urgence, où il y a une absence quelque part, qui fait que ponctuellement, je vais quitter ce que je fais d'habitude pour faire autre chose. Ce n'est pas dans ma fiche de poste. Alors, je limiterai juste ça en disant que aider, oui, sauver, non. C'est-à-dire que si vous avez dans vos équipes des gens qui n'assument jamais leurs responsabilités ou qui n'assument jamais le contenu de leur fiche de poste, là, on aura un problème. C'est-à-dire qu'on peut aider à court terme, mais à long terme, c'est destructeur pour le fonctionnement collectif. Alors, donc ça, c'était pour éviter que ça n'arrive. Donc ça, c'est les quelques conseils managériaux. Alors, on pourrait y passer du temps, mais c'est quelques conseils managériaux pour éviter que ça n'arrive. Mais bon, il faut quand même reconnaître que de temps en temps, on observe des cas de harcèlement, vraiment. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a observé ça et que quand le collaborateur a dit « tu me harcèles » et qu'il y a un vrai fond de vérité et qu'effectivement, il va se tourner vers les RH, vers, je sais pas, les OS ou n'importe quoi, ok, qu'est-ce qu'on fait quand c'est vraiment avéré? Et là, je repasse la parole à Nicolas. Alors, donc, comment réagir? Donc, il y a plusieurs possibilités quand on se retrouve confronté à ça, justement, d'un salarié qui va se plaindre d'être harcelé. Alors, à ce stade-là, il se plaint. Ça ne veut pas dire que c'est avéré. Mais au final, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail, qui se met en arrêt de travail, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des salariés qui se plaignent de harcèlement sans être encore en arrêt de travail, les conséquences sont pas neutres, comme on a pu le voir précédemment. Donc, il faut réagir. Alors, une première possibilité, quand vous avez notamment deux salariés qui sont en conflit, qui se font des reproches mutuels, et notamment, ça peut arriver, mutuellement se reprochent du harcèlement. Ça peut être intéressant de faire appel à un médiateur. Médiateur qui va intervenir dans l'entreprise, qui va entendre chaque partie, étudier les éléments du dossier pour arriver à déterminer
comment solutionner le problème, si on est vraiment dans une situation de harcèlement, si c'est rédhibitoire ou si on peut arriver à trouver un terrain d'entente pour que les personnes puissent continuer à travailler l'un et l'autre dans l'entreprise sans aller jusqu'à une rupture de contrat de travail. Donc, vous avez des avocats, par exemple, qui sont formés à la médiation. Vous avez aussi des consultants spécialisés qui sont formés à ça. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'avoir recours à un tiers qui va venir de façon objective analyser la situation et qui vous remettra après un rapport et qui aidera à solutionner le problème. Le but de la médiation, avant tout, c'est de solutionner le problème sans qu'il y ait de casse à la fois RH ou juridique. Bon. L'autre possibilité aussi, c'est le CSE. Hein. Les représentants du personnel, ils ont un rôle à jouer dans des problématiques de harcèlement moral. Soit, le cas échéant, ils peuvent être sollicités, eux, directement par des salariés qui se plaignent et vous faire remonter à l'entreprise, à la direction, qu'il y a un sujet. Et là, il faudra s'en saisir avec le CSE. Pareil, étudier la situation pour déterminer si oui ou non on se retrouve dans un cas de harcèlement moral pour prendre les bonnes mesures qui s'imposent. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se faire dès que vous êtes confronté à une situation, sur cette approche de médiateur, de médiation. Donc, vous voyez, voilà, ce que je disais, c'est que le CSE peut être saisi directement. Ils ont un droit d'alerte également par rapport à ça. Et ils doivent être consultés également sur les mesures de prévention que l'entreprise envisage en amont à mettre en œuvre pour faire face à des situations de harcèlement moral. Et l'autre point qui est très important quand vous êtes face à une situation de harcèlement moral, c'est diligenter une enquête. Alors, diligenter une enquête, on ne va pas jouer à un inspecteur de police, mais pas loin. Alors, il n'y a aucune obligation légale, mais c'est juste que cette enquête, en fait, elle va vous permettre de respecter, d'agir dans le cadre de votre obligation de sécurité. Ce que j'ai énoncé en début de webinaire, c'est que tout employeur doit assurer et préserver la sécurité de son personnel. Donc, nécessairement, quand un salarié se plaint d'une situation de harcèlement moral, on est en plein dans cette obligation de sécurité et donc, il faut pouvoir réagir. Bon. Le but de l'enquête, c'est d'entendre la personne qui se plaint, recueillir des témoignages de collègues, enfin, même de tiers, le cas échéant. Hein, ça peut être aussi des personnes qui vont et viennent sur l'entreprise, qui ont pu être témoins de certains faits. Donc, l'idée, c'est vraiment de déterminer la réalité, la matérialité des faits. Et ensuite, au vu de l'analyse de ces faits, vous allez pouvoir déterminer si ces faits sont constitutifs ou non d'une situation de harcèlement moral. Alors, comme rien n'est défini légalement au niveau de cette enquête, tout est envisageable. On peut faire intervenir un tiers, voilà, qui va mener cette enquête en toute objectivité, mais ça peut être aussi l'employeur lui-même qui mène l'enquête. Alors, nécessairement, si c'est l'employeur qui mène l'enquête, il ne faut pas que ce soit lui qui soit mis en cause. Sinon, on pourra lui reprocher de la subjectivité dans l'approche. Ça peut être les DRH, ça peut être le CSE aussi. C'est bien quand il y a des représentants du personnel de les associer à l'enquête. Ça renforce l'objectivité de l'enquête et de l'analyse de la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité soit d'entendre à la fois la personne victime et la personne qui est accusée, hein, entre guillemets, d'actes de harcèlement moral, mais on peut aussi, pas nécessairement, entendre la personne qui est mise en cause. La Cour de cassation nous dit que l'enquête peut ne pas être contradictoire, donc on peut tout à fait mener une enquête sans entendre le principal intéressé, recueillir des témoignages, des éléments objectifs, et après se décider sur la situation, est-ce que c'est du harcèlement moral ou pas, étant précisé que la personne qui est auteur, qui est concerné, si vous estimez que vous n'avez pas à l'entendre et que vous concluez qu'il y a une situation de harcèlement moral, que vous agissez contre lui par une procédure disciplinaire, comme vous devez le convoquer à un entretien préalable, à ce moment-là, le salarié concerné pourra s'exprimer sur la situation et donner son point de vue, étant précisé que vous n'avez pas d'obligation de lui remettre à ce stade-là les éléments de l'enquête. Vous devrez l'entendre dans le cadre d'un entretien préalable, mais pas nécessairement lui justifier des éléments. Bon. Chaque cas est différent.
Dans certains cas, on préfère entendre la personne qui est accusée pour avoir vraiment une objectivité. Dans d'autres cas, on a aussi l'objectivité parce qu'il y a beaucoup de témoignages, donc il n'y a pas lieu d'entendre préalablement la personne qui est accusée. Chaque cas est vraiment différent. Voilà, il n'y a pas une ligne précise de comment faire dans telle situation. Voilà, c'est chaque cas qui doit être apprécié dès qu'il se présente à vous. En tout état de cause, il faut mener cette enquête. Ça, c'est le point à retenir. Ne pas mener d'enquête et immédiatement engager une procédure à l'encontre d'une personne, vous vous exposez à que la personne que vous licencieriez après remette en cause le harcèlement et apporte des éléments matériels et objectifs démontrant qu'elle n'était pas harcelante. D'accord ? Donc voilà, le but de l'enquête, c'est vraiment de poser le sujet. Qu'est-ce qu'on a au dossier ? Parce que malheureusement, on le voit de plus en plus, des salariés qui ne remplissent pas leur mission, dès qu'on va leur faire des reproches, vont dire « tu me harcèles ». Sauf que ça ne marche pas comme ça. On a le droit, comme le disait Philippe, de faire des reproches à un salarié, mais souvent le réflexe du salarié, ça va être de dire, suite à plusieurs reproches, c'est du harcèlement moral. Voilà. Mais à partir du moment où, comme on vous l'indiquait, il y a de l'objectivité dans votre approche, vous limitez les risques que votre comportement soit considéré comme du harcèlement moral. Mais encore faut-il, il ne suffit pas de le dire, il faut avoir les éléments matériels pour en justifier. Voilà, c'est vraiment ça l'élément important, d'où l'intérêt de l'enquête qui va permettre de faire ressortir ces éléments matériels et objectifs, notamment les témoignages qui sont importants dans ce genre de situation. Donc voilà, j'ai un petit peu débordé sur la slide d'après. Donc, en fonction des résultats de l'enquête, vous statuerez sur cette notion de harcèlement moral. Et après, vous prendrez les mesures qui s'imposent. Donc, si harcèlement moral, et ça peut aller jusqu'à un licenciement de la personne qui est auteur, ou s'il n'y a pas de harcèlement moral, au moins vous aurez analysé la situation et vous pourrez dire à la personne, on n'est pas dans une situation de harcèlement moral au vu d'éléments objectifs. Néanmoins, il faut pas forcément laisser les choses en l'état, même si vous considérez que ce n'est pas du harcèlement moral. Il faut peut-être quand même, à la marge, ajuster l'organisation du travail pour essayer quand même de crever l'abcès, parce que même si ce n'est pas fondamentalement du harcèlement moral, il y a quand même une personne qui se plaint d'un problème. Donc, pour le bon fonctionnement par la suite du travail et des équipes, il faudra quand même trouver des solutions d'apaisement de la situation. Voilà, donc comme on disait, voilà, licenciement d'un salarié qui a été victime, il est nul forcément. Hein. Si quelqu'un se plaint de harcèlement, on ne va pas en rétorsion le licencier, sauf dans des cas très particuliers où le salarié qui dénonçait les faits était de totale mauvaise foi et a dénoncé les faits sans objectivité pour justement nuire à une personne. Bon, c'est des cas très, très particuliers qui arrivent rarement, mais bon, voilà, par principe, le salarié victime ne peut pas faire l'objet d'un licenciement. Voilà, on s'était donné un timing 45 minutes, de 45 minutes, donc ça fait 44 minutes précisément qu'on a commencé ce webinaire. Maintenant, si vous avez des questions, donc il y a peut-être déjà des questions dans le chat qu'on va pouvoir regarder et répondre à quelques-unes. Alors, je vois à 10h28, on avait une question. L'employeur peut définir ce que le collaborateur doit faire, mais il faut que ça reste dans l'émission. S'il y a un contrat de travail, si un employeur ajoute des tâches supplémentaires pas prévues dans le contrat sans consentement du salarié, ni compensation financière, on peut parler d'harcèlement ou non. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, le contrat de travail, tout ce qui est dans le contrat de travail a ses valeurs contractuelles, donc ça ne peut pas être modifié sans le consentement du salarié. Bon, donc, tout dépend les tâches que vous avez mis dans le contrat de travail et celles que vous envisagez de modifier. Parce que, comme disait Philippe, la fiche de poste, elle n'est jamais exhaustive. Voilà. On met l'essentiel, mais il peut toujours avoir des choses qui viennent se rajouter.
tout dépend en fait si vous modifiez, si vous ajoutez une tâche qui modifie de façon essentielle le fonctionnement du poste. Voyez, si par exemple vous avez un commercial qui est itinérant, qui va chez les clients et du jour au lendemain, vous lui dites ben maintenant tu vas juste rester au bureau, faire du phoning, faire un travail d'assistante commerciale, là on a modifié fondamentalement son poste. Si vous avez un collaborateur et du jour au lendemain, vous lui dites maintenant tu vas faire le ménage de l'agence, là on modifie fondamentalement son poste. Voilà. Bon. Donc, c'est une question d'interprétation, hein, nécessairement, mais vous voyez la différence entre une modification substantielle qui n'a rien à voir avec le poste et faire évoluer des tâches évolutives ou accessoires qui font partie du poste. Voilà. Donc, si on est vraiment dans une modification substantielle qu'on impose au salarié sans son accord, déjà, le salarié peut s'en plaindre parce que c'est une exécution déloyale du contrat de travail, hein, de lui imposer une modification de son contrat sans son accord, donc sur une modification substantielle. Il peut aussi prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts. Est-ce que c'est du harcèlement moral? C'est à voir. Il faut voir si ça s'inscrit dans le temps, si c'est répété, comme on disait, si ça a eu une conséquence sur ces conditions de travail. Mais en tout cas de cause, c'est une faute de base d'imposer une modification du contrat sans l'accord du salarié. Alors, pourquoi la DRH ne pourrait pas faire cette analyse? Alors, je pense que la question a été posée avant le slide, mais nécessairement, la DRH peut faire l'enquête, tout à fait. Comme je disais, rien n'est formalisé légalement. Donc, la direction des ressources humaines peut tout à fait mener l'enquête. Ça se fait dans pas mal d'entreprises d'ailleurs. Comme le CSE peut mener l'enquête, ou ça peut être un binôme RH-CSE. Chaque cas est différent, chaque entreprise a son fonctionnement. Le médiateur, c'est une alternative, comme je vous disais, mais en fait, le champ des possibles est assez large. Très, très large. Ouais. J'ai le cas chez un client, un organisme, on va dire, médico-social, avec des remontées négatives, on va dire, sous forme de harcèlement, et l'enquête a été menée par l'ARS, par exemple. Donc oui, il y a plein de situations possibles sur qui peut mener l'enquête. Ouais. Alors, mais le salarié peut considérer qu'il y a harcèlement si l'enquête se fait à son insu, ça ne risque pas de se retourner contre l'employeur. Alors, comme je vous disais, la Cour de cassation a reconnu qu'on pouvait faire une enquête non contradictoire. Donc, non contradictoire, ça veut dire qu'on n'entend que la partie qui se plaint. Donc, voilà. Donc, ça, l'employeur n'a pas cette obligation d'entendre les deux parties. Donc, là encore, c'est à votre arbitrage. Il y a des cas où il n'y a pas nécessairement besoin d'entendre la personne qui est accusée parce qu'on a beaucoup d'éléments dès le début de l'enquête qui démontrent que c'est incontestable qu'il y a des éléments à charge. Hein. Donc, quand vous avez des témoignages de personnes qui disent, qui dénoncent le comportement d'une autre, bon, mais ça donne de l'eau au moulin. Et encore une fois, dans le cas de la procédure disciplinaire que vous pourrez engager, le salarié pourra s'exprimer, le salarié mis en cause. Bon. Donc, faut voir les situations. On ne peut pas se dire que jamais entendre le salarié qui est accusé, c'est bien. L'entendre à chaque fois, ce n'est pas obligatoire non plus. Voilà. À vous à apprécier au cas par cas, mais en tout cas, ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas que ça vous sera reproché, même si nécessairement, dans le cas du contentieux, l'avocat qui défendrait le salarié peut soulever cet argument-là, mais on peut très bien lui dire la Cour de cassation reconnaît que l'enquête n'a pas à être contradictoire. Il ne faut pas que les reproches soient dégradants, il faut savoir mettre les formes. Hein, mais... Cédric, petit mot par rapport à ça, c'est Cédric qui fait cette remarque qui est très pertinente. En fait, donc là, on touche directement les logiques de feedback et aussi des logiques d'objectifs qui vont derrière. Par exemple, on pourrait dire de collaborateurs, t'es trop dur ou t'es pas assez conciliant, ou voilà, enfin bon, bref. Et moi, mon conseil, il est assez simple. Le reproche ne doit jamais porter sur ce que la personne est. Le reproche ou l'objectif, il doit toujours porter sur ce que la personne fait. Donc, on touche bien les logiques de comportement. C'est-à-dire, le comportement, c'est ce que la personne fait, c'est la manière dont elle le fait, c'est ce qu'elle dit, la manière dont elle le dit. Et si vous faites apparaître ça, il n'y a jamais de problème, en fait. Jamais. Le problème vient à partir du moment où vous commencez
à mettre le doigt sur des choses qui sont de l'ordre de l'opinion, du jugement que vous portez sur les uns et sur les autres. Mais quand vous êtes sur des comportements observables que tout le monde peut voir, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, on a aussi la question de Pablo. Quid des mesures à prendre à l'encontre de la personne accusée pendant le temps de l'enquête? Est-ce donc suspension d'emploi, transfert temporaire, est-ce une démarche conseillée à éviter? Effectivement, qu'est-ce qu'on fait de la personne qui est accusée pendant l'enquête? Bon, alors, si on n'est pas dans une enquête, si on est dans une enquête contradictoire, ça veut dire que la personne, on l'a entendue. Donc, il y a eu un échange et effectivement, ça peut être opportun, par exemple, deux personnes qui sont dans le même bureau, temporairement, le temps qu'on aille jusqu'au bout de l'enquête et qu'on prenne une décision, de changer les personnes de bureau. Ça peut être une alternative. Dans d'autres cas, on peut aller plus loin. Si on a déjà quand même des éléments probants dès le début, jusqu'à aller à mettre en mise à pied conservatoire la personne qui est accusée. Hein. Donc la mise à pied conservatoire, c'est un acte juridique qui suspend temporairement le contrat de travail de la personne pour l'écarter de l'entreprise, pour justement retrouver la sérénité. Parce que des fois, il y a un conflit tel que l'enquête peut être peut pâtir de la présence encore de la personne qui est accusée. Donc, le fait de l'écarter lié à la mise à pied conservatoire, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais ça peut permettre aux personnes qu'on va interroger de retrouver la sérénité, de s'exprimer. Donc, ça peut être une mesure, voilà. Sachant que la mise à pied conservatoire, elle est temporaire, donc elle ne peut pas durer non plus éternellement, puisque pendant ce temps-là, le salarié n'est pas payé. Et surtout, la mise à pied conservatoire va de pair avec une procédure pour faute grave. Bon. Donc, ce qui veut dire que si au terme de l'enquête, la personne que vous avez mis en mise à pied conservatoire, vous estimez que ce n'est pas du harcèlement, il faudra lui régulariser sur sa paye les jours de mise à pied conservatoire. Voilà. Donc, des mesures temporaires, on peut en prendre. Encore une fois, tout dépend la configuration. Est-ce que les personnes sont prêtes à entendre que temporairement, on va les changer de place? Voilà, il faut aussi que la personne accepte de changer de bureau, de changer d'établissement temporairement. Ou sinon, il y a la mesure un peu plus radicale, comme je disais, qui est la mise à pied conservatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble que l'employeur ne peut pas qualifier de harcèlement moral, mais uniquement se positionner sur le côté acceptable ou pas du comportement du mis en cause. Mais dans l'appréciation des éléments, l'employeur va devoir se positionner parce que s'il estime que le comportement est constitutif du harcèlement moral, il va devoir prendre des sanctions vis-à-vis du salarié. Alors, soit une sanction qui va être juste un avertissement ou une mise à pied une disciplinaire, par exemple, mais ça veut dire que le salarié auteur reste dans l'entreprise, donc il faudra quand même gérer l'après, hein, c'est-à-dire que vous aurez sanctionné, mais si le salarié est toujours présent et reste toujours en contact avec la personne qui l'a harcelé ou s'il ne modifie pas son comportement, c'est reculé pour mieux sauter et vous aurez toujours la problématique. Et si on va jusqu'au licenciement, ben là, il faut aussi, dans l'aide de licenciement qui fixe les limites du litige, préciser exactement ce qu'on a reproché au salarié et se fonder sur les éléments objectifs qu'on a pu recueillir pendant l'enquête. Je pense que c'est important d'affirmer ce que c'est, ce que ce comportement traduit. C'est-à-dire, si vous avez un manager ou quelqu'un dans votre entreprise qui a un comportement de harcèlement moral, et que vous le détectez comme tel, et que vous avez les billes pour le dire, eh bien dites-lui, attention, ça peut être qualifié de harcèlement moral pour telle et telle raison. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont parfois dans nos comportements juridiquement traduites, quoi. Donc, voilà, juste prendre conscience, quoi. Vous voyez, par exemple, je fais un parallèle avec, c'est peut-être pas le bon parallèle, mais sur les comportements sexistes ou autres. Ben, ça a des traductions juridiques, ça. Ça a des traductions juridiques. Ok, utilisons les bons mots. Disons ce que c'est. Pour des sujets comme ça, Cyril, il faut vous faire accompagner par un expert, soit un avocat, soit un juriste, parce que les mots, la façon que vous allez avoir de rédiger soit la lettre d'avertissement, de mise à pied ou de licenciement,
auront leur importance, puisque c'est ça qui fixera le litige. Voyez. Donc, sur cette notion de qualification, il faut être vraiment très, très précautionneux en fonction des éléments que vous avez au dossier. Relations interpersonnelles difficiles entre deux collaborateurs, harcèlement. C'est tout le sujet. Vous avez bien vu, voilà, c'est pour ça qu'une analyse des faits est hyper importante en fait. Parce qu'il ne suffit pas que deux collaborateurs ne s'entendent pas. La mésentente, ce n'est pas nécessairement du harcèlement. Ça peut arriver. On est au travail, on passe du temps toute la journée ensemble, on gère des dossiers, des enjeux. C'est normal que des fois, il y ait des mésententes. Le harcèlement moral, c'est quand il n'y a plus d'objectivité dans les échanges, en fait. Voilà. Il y a une dégradation de la situation, du travail de la personne en face. On n'est pas là pour être copains, quoi. On est là pour bosser ensemble. Par contre, effectivement, si durablement j'ai des comportements qui dégradent soit la personne, soit ses conditions de travail et autres, là, on peut peut-être commencer à envisager la question. Mais c'est pas parce qu'on s'aime pas ou qu'on n'est pas d'accord ou qu'il y a forcément harcèlement. Pas forcément. En tout cas, juridiquement, c'est pas forcément qualifié comme tel. Ouais. Alors, la question de Cécile est intéressante puisqu'elle dit « Nous avons eu le cas de 3 salariés qui ont témoigné sur un comportement répété, des propos inappropriés et la personne qui était mise en cause a nié et a évoqué une conspiration. » Bon, ça arrive. Hein. Clairement, ça arrive. Hein. Alors, des fois, de façon objective, il y a plusieurs accusateurs vis-à-vis d'une personne. Et des fois, effectivement, il peut y avoir un peu des personnes qui se lient contre une autre de façon un peu subjective. Bon, et c'est là toute la difficulté du sujet. Donc, c'est pour ça que grâce à l'enquête ou grâce à l'intervention d'un médiateur, ça permet d'y voir plus clair. Il faut vraiment se poser sur les éléments objectifs du dossier. Et après, il va falloir trancher. Et c'est là toute la difficulté quand vous êtes dans une situation comme ça où des personnes s'opposent. Sur quels éléments, à qui on va donner le plus de crédit. Voilà. Mais des situations comme celle que vous évoquez, ça arrive régulièrement, hein, que la personne mise en cause nie et apporte même des éléments objectifs pour se défendre. Hein. Donc, un manager, par exemple, qui, de façon répétée, a refusé des congés, des RTT, ça ne veut pas dire que c'est du harcèlement. Si objectivement, il démontre qu'il y avait des pics d'activité à ces moments-là, le salarié l'a mal pris. Mais si le manager a refusé parce qu'il avait besoin d'avoir son personnel, ce n'est pas du harcèlement. La personne qui a posé ses congés et à qui on lui a refusé, lui, le prend pour du harcèlement. Vous voyez ? Donc, c'est toujours délicat, ce genre de situation. Alors, avez-vous des cas... La procédure d'enquête doit-elle être communiquée en amont? Mais ça, après, si vous voulez, tout dépend comment vous voulez aborder le sujet et avoir un débat contradictoire ou pas. De toute façon, la procédure d'enquête, s'il y a un contentieux, là, vous devrez la communiquer impérativement, puisque c'est ça qui donnera corps à votre mesure de licenciement. Avez-vous des cas jugés où le harcèlement est confirmé et l'auteur... Alors, sur le salarié protégé, être salarié protégé, ça n'exonère pas de tout. D'accord, on est protégé, donc ça veut dire qu'on a un mandat au CSE, un mandat syndical. Le sujet du mandat, la protection, c'est quoi? C'est qu'il va falloir demander à l'inspection du travail l'autorisation pour licencier la personne. Bon. Donc, vous allez d'ores et déjà avoir un filtre et une appréciation d'un tiers à l'entreprise qui va, en fonction des éléments que vous allez lui amener, se positionner pour dire si effectivement ce représentant du personnel a eu un comportement de harcèlement. Voilà. Et donc, si elle considère qu'il y a eu un comportement de harcèlement, l'inspection du travail autorisera le licenciement. Si par contre elle estime que ce n'est pas avéré, elle refusera le licenciement. Bon. Et là, on se retrouve dans une situation délicate, c'est que vous avez estimé que c'est du harcèlement moral, l'inspection du travail a refusé. Alors, il y a des recours contre la décision de l'inspection du travail, mais si il refuse, vous vous retrouvez avec le salarié toujours dans l'entreprise. Voilà. Donc, ça ne règle pas le sujet. C'est des situations jamais évidentes. Donc, voilà. Là, il faut avoir, quand vous avez des salariés protégés, j'ai envie de dire, il faut que votre enquête elle soit encore plus étoffée et étayée pour
démontrer à l'inspecteur du travail que, objectivement, cette personne a eu un comportement que vous ne pouviez pas supporter et qui a impliqué un licenciement pour faute. Alors, il est 11 h, donc on arrive au... On peut poursuivre 5 minutes. Enfin, les gens, on poursuit 10 minutes et puis pour finir, on finit les questions. Ouais. Si vous souhaitez rester avec, c'est avec plaisir. Après, chacun est libre, bien sûr. Alors, connaissez-vous une formation abordable pour faire de la prévention? Des formations, Philippe et moi, nous en animons régulièrement pour justement donner aux dirigeants, aux managers, les clés d'un point de vue juridique et managérial pour faire face à ces situations-là, pour aussi décomplexer, comme on disait, les managers qui sont amenés à vivre ces situations-là. Mais après, il y en a plein sur le marché. Hein, donc, la seule précaution que je vous donnerais, c'est convier des managers à une formation harcèlement. Ça peut faire bizarre, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes convié à une formation comme ça, vous allez vous poser la question, mais pourquoi on me convie à un truc comme ça? Est-ce que c'est parce que j'aurais fait des choses qui ne seraient pas bonnes ou voilà. Donc, il y a un côté qui peut être assez surprenant au départ. Donc, ça demande un petit peu de précaution sur comment je communique la convocation des gens et dans quel cadre je fais ça. D'accord? Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses assez courtes, parce que le but, c'est pas d'en faire des juristes, vos managers, hein, c'est pas le but, mais qu'ils aient quand même un certain vernis. Et la dernière chose que je dirais, c'est plus vous le faites avec un collectif important, mieux ça porte, parce que ça veut dire que c'est un message qui est plutôt lié au corporate, au groupe, plutôt que ciblé sur certains individus. Donc ça décontamine un peu la situation. Et puis vous avez la capacité à diffuser un message commun à beaucoup de gens en même temps, sur un temps court. C'est à mon sens la meilleure chose à faire. Voilà, c'est mon conseil. Le harcèlement est-il nécessairement imputable à des faits répétés? Une altercation ponctuelle mais traumatisante pour un salarié peut être qualifiée de harcèlement. Alors, un fait isolé, ce ne sera pas constitutif d'un harcèlement. Par contre, une altercation traumatisante pour un salarié qui derrière se mettrait en arrêt de travail, ça peut être reconnu comme un accident du travail. Voilà. Mais du harcèlement, non, puisque ça restera un fait isolé. Peut-on refuser de participer en tant que salarié à une enquête en qualité de témoin? Bien sûr, vous pouvez refuser de témoigner. Hein. Ça arrive d'ailleurs dans certains cas où des salariés ont peur de témoigner. Bon, mais je pense qu'on arrive au bout. Je crois que je vois qu'il n'y a plus de questions. Bon. Je remercie Stéphanie pour son commentaire. Voilà. Bon, mais merci à tous d'avoir passé cette heure ensemble sur ce sujet. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse sur comment faire face. N'hésitez pas, si vous avez besoin, après le webinaire de compléments, vous avez nos coordonnées. Constance va vous envoyer le mémo de ce qu'on vient de vous présenter. Donc, vous pouvez télécharger. Je pense qu'il y a nos coordonnées à la fin. Et vous avez le support. Ouais, effectivement, vous aurez le support, vous avez tout. Nos adresses mail. Et voilà. Et après, vous pouvez nous contacter si vous voulez approfondir le truc. Voilà. C'était un plaisir. Bonne fin de journée à tous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.